Bon, ça, c'est une figurine qui donnait de Maduro en 2024 à Noël, là. Je savais que ça allait me servir un jour. Stop! On va pas finir torturé pour avoir amusé la galerie. Par contre, si je dis fuck Trump, ça passe, voilà. Voilà, Trump, merci pour les travaux, mais maintenant, on va te faire enculer, sale pédo. Bon, si vous êtes là, c'est que vous voulez comprendre c'est quoi ce bordel avec le Venezuela. C'est un peu flou. Alors moi, jeune métis vénézuélien, je vais vous donner le plus d'outils pour comprendre ce qu'on peut ressentir sur ce qui s'est passé et sur ce qu'il se passe. Et je vous donnerai mon avis, mais ça reste ma réalité. D'ailleurs, je ne pense pas que les concernés soient les meilleurs pour analyser une situation. Il y a plein de concernés qui ne lisent pas ou qui sont des connards, tout simplement. Bon, on va commencer par introduire un peu d'histoire du Venezuela pour que vous compreniez notre contexte, puis on fera Maduro, tout ça. Bon, et comme vous le savez, après plus de 15 000 ans tranquilles dans notre coin à nous faire du sale entre nous et 2-3 vikings, les colombiens sont enfin arrivés dans notre continent pour nous transmettre la parole du Christ, même si au début pour eux on était juste des démons sans âme, mais surtout amener la sainte civilisation pour prendre notre or, notre cacao, s'approprier la culture de tomates, de patates, la vanille. Oui bon, pour faire simple, faut se dire que depuis sa découverte jusqu'en 1800, les forces coloniales se heurtent à plein de difficultés pour conquérir ces terres vénézuéliennes. Bon, en même temps c'est super grand. Et les Amérindiens sur place ne se laissent pas forcément faire, et les colons même entre eux se font la guerre. Ou même des trucs plus débiles, genre faire des expéditions à la recherche de l'Eldorado. Voilà, où est la cité d'or? D'ailleurs, les Espagnols se concentreront dans la recherche d'or dans d'autres pays où c'est plus accessible, en pensant qu'il n'y avait rien à becter. Ce qui est marrant car actuellement le Venezuela est le pays d'Amérique latine avec la plus grande réserve d'or. On a même une ville appelée Eldorado où on paye en or. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on pouvait croiser les mercenaires russes de Wagner. C'est sûrement un endroit très bien. D'ailleurs, petite anecdote, ça n'a rien à voir, mais c'est ma vidéo, c'est ma vidéo. Mon daron y était dans les années fin 70-80 et il m'a raconté que c'est la première fois pour eux qu'ils voyaient un guer et pour lui c'était la première fois où il dormait dans un hôtel où on changeait pas les draps. Et bref, en 1800 commencent des mouvements d'indépendance contre l'Espagne, qui va voir émerger des figures comme Francisco de Miranda, qui a participé à la guerre d'indépendance aux États-Unis et à la Révolution française. D'ailleurs, il est le seul latino-américain qui a son blaze sur l'Arc de Triomphe. Et surtout, on a El Libertador Simón Bolívar, qui a sa statue à Paname et qui est symboliquement notre Napoléon à nous, avec ses défauts. Hein. D'ailleurs, il aurait été présent lors du sacre de Napoléon Ier. Du coup, Simón Bolívar est celui qui permettra l'indépendance du Venezuela en 1921, mais aussi de la Colombie, de l'Équateur et d'autres pays, grâce à des combats menés contre l'Espagne avec le soutien des Indiens, mais aussi d'anciens esclaves noirs. Mais là, tu te dis, attends, moi j'ai pas signé pour un cours d'histoire là. Ok, mon jeu de frérot, moi je te dis ça juste pour que tu comprennes que le Venezuela est traversé par plein de figures hostiles au colonialisme, avec des figures amérindiennes, noires, blanches. C'est un pays avec une identité historique métissée et rebelle. Mais comme d'hab, au début, c'était les blancs qu'on mettait en avant, mais on y reviendra. À ce moment-là de l'histoire, tu vois, le Venezuela, son économie, c'est que de l'agricole, du cacao de haute qualité, le cacao criollo, et du café. Mais en 1900, on découvre le pétrole. Et dis-toi, dès 1902, blocus, mon vieux, c'est une dinguerie. T'es mal l'image, t'es mal guet-apens. Tout ça pour l'asphalte qui est une forme solide de pétrole, et les coupables sont l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Bon, déjà, faut vous dire qu'à partir du moment où les réserves de pétrole sont découvertes au Venezuela, il y a eu des dictatures, des présidents militaires, des régimes pseudo-démocratiques, où finalement le pouvoir autour du pétrole faisait la pluie et le beau temps. Quand le dictateur ou le président touchait aux intérêts des possédants du pétrole, il lui arrivait des bricoles. Exemple, Romulo Gallegos, élu en 1948, il ne fera que 9 mois au pouvoir, parce qu'il lance des réformes et réduit les privilèges des compagnies pétrolières étrangères. Et pour que tu te rends compte de l'oseille en jeu, en 1957, les actionnaires sont allés jusqu'à gagner l'équivalent de 12% du PIB vénézuélien. Ça veut dire que eux, 5-6 familles, ont reçu en cash, en bifton, ce que reçoivent tous les pauvres vénézuéliens en infrastructures et services. C'est rien, hein. Dans notre monnaie actuelle, c'est juste 10 milliards de dollars. C'est plus que tout le bénéfice qu'ils avaient récolté en Europe et en Amérique latine cette année-là. D'ailleurs, le dictateur Marcos Pérez Jiménez, pendant cette période-là, il reçoit la Légion d'honneur du mérite des États-Unis. C'est louche, non? Et en plus, il est pas content parce qu'à cette époque-là, les gens se plaignent de l'inflation. En même temps, il y a 10% du bénéfice du pays qui part aux Américains. Mais c'est pas de sa faute, hein, il n'y est pour rien, n'est-ce pas? Par contre, les 2 millions de dollars qu'il a détournés, donc là, normalement, vous avez un peu compris la dynamique. On injecte de l'argent dans le pays, histoire de faire genre que ça évolue. On en vole pas mal. Et si tu m'empêches de voler, je te calache la gueule. Alors, évidemment, il faut rajouter à ça des grèves, des tentatives d'assassinat qui réussissent comme sur lui, mais je peux continuer à citer plein de mecs qui ont fait de la merde, mais les vrais responsables, ceux qui sont à la source de 100 ans de souffrance, de 100 ans d'intervention américaine, pour du pétrole de merde, comme dirait Alfonso Pérez,
La mierda del diablo. C'est pas uniquement les trous du cul qui sont au gouvernement en vrai, c'est les compagnies pétrolières. Compagnies qu'on va poucave tout de suite. ExxonMobil, CocoPhillips, Total, British Petroleum, Chevron, Equinor, et encore je dis pas les plus petits. Alors quand des Vénézuéliens qui ne révisent pas leur histoire arrivent avec des discours qui commencent à dire oui, avant Chavez, on voyait l'argent du pétrole, ne vous laissez pas avoir. On a vu quoi de l'argent du pétrole? On a vu quoi? Des miettes, et des miettes qui ont façonné le pays, hein. Les bâtiments ils ont pas spawn comme ça d'un coup, mais comparé à tous les milliards rapportés du pétrole depuis le début, on n'a rien graillé, nous. Qu'est-ce qu'on a mangé? On n'a rien becté. Et cette illusion, ça, c'est un narratif qu'il y a partout sur la planète. Vous faire penser que l'argent des riches d'un pays ruisselle de ouf. Depuis quand les ressources d'un pays appartiennent à son peuple? T'as vu ça où? Dis-nous. Voilà, dis-nous. En vrai, il n'y a que l'impôt qui permet de gratter un peu et encore. Mais bon, je vous envoie faire ma vidéo sur les impôts. Un autre truc à la con que j'ai entendu dire, le Venezuela, on va le réindustrialiser. Mais gros, ça n'a jamais été industrialisé. Ils ont essayé, hein, mais ils n'ont pas réussi. Va savoir pourquoi. Peut-être que la surconfiance donnée par l'industrie pétrolière étrangère a fait que le Venezuela n'a jamais diversifié son économie dans son histoire. Et ça, c'est quand même un discours qui essaie de dire en sous-texte que les Vénézuéliens, c'est un peu des débiles, hein, parce que sinon, ils l'auraient fait. Mais sinon, si tu le vois autrement, ça profite à qui que le Venezuela ne s'industrialise pas? Un pays qui a pourtant du fer, du charbon, de l'aluminium, du lithium, de l'or à ne plus savoir quoi en faire. Tout ça dans un décor de carte postale et avec les plus belles femmes du monde. C'est comme le Congo, ça profite à qui que le Congo reste un pays sous-développé? Pourquoi on ne veut pas l'autonomie des pays riches en ressources? Bon bref, je vous ai fait assez chier avec le passé, et du coup, comment Chavez arrive au pouvoir dans ce contexte? Eh bien, en 1989, il y a une big grève au Venezuela, le Caracazo, suite aux mauvaises politiques libérales du président et de ses prédécesseurs, et aussi d'un prix du pétrole bas à ce moment. La pauvreté grandit au Venezuela, et les gens sortent dans les rues. D'ailleurs, mes parents m'ont dit que c'était vraiment de l'AD, en mode pillage, émeute et tout. Et le poteau, avec sa big calvasse pour réprimer l'émeute, bah, il fait quoi? Il envoie l'armée. Armée qui tuera 3500 personnes. Et même si le Venezuela est un pays violent, ça fera que des militaires comme Chavez se disent ça suffit, il faut agir. Ce qui motivera lui et son groupe, le MBR-200, à faire 2 coups d'État qui ont raté, mais bon, ils auront quand même réussi à contrôler le pays pendant quelques minutes. Puis, 6 ans plus tard, ayant renoncé à la voie de la violence pour renverser les choses, Chavez se fera élire président. Alors, il devient président en 1998 dans un pays où 80% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Et il a un gros soutien du peuple d'en bas car il incarne le changement, que ce soit par sa politique sociale ou par ce qu'il représente. Vous imaginez un président pas blanc, métis, aux traits amérindiens, qui parle pas comme les bourgeois, qui parle comme nous, qui est comme nous. D'ailleurs, Chavez permettrait une meilleure représentation des gens racisés dans les médias, dans les pubs, ou même dans l'accès à des métiers de pouvoir et de décision, qui jusque-là étaient monopolisés par l'élite claire de peau. Car avant lui, les stéréotypes racistes qui n'ont pas disparu, hein, c'est les blancs et les métis clairs égale riches, et les métis foncés, les noirs et les indigènes égale pauvres, du coup violents, du coup voleurs, etc. Il fera aussi chuter l'analphabétisme et permettra un meilleur accès à l'éducation et au diplôme supérieur, mais l'éducation scolaire perdra un peu en qualité car il faut plus de profs, et du coup on baisse le temps nécessaire pour le devenir, mais ça c'est des dynamiques qu'on retrouve dans plein de pays où on a besoin de rattraper le temps perdu. Il va mettre en avant une identité culturelle métissée et aussi révolutionnaire, anti-impérialiste, anticolonial. Comme j'ai dit au début de la vidéo avec Simon Bolivar et d'autres figures historiques qu'on peut voir partout dans les villes et également sur la monnaie. Le Bolivar. Il change même le drapeau et le nom du pays en République bolivarienne du Venezuela. Pour vous donner un exemple plus concret, il faut vous dire qu'avant Chavez, la salsa, le tambor, c'est vu comme des trucs de pauvres. Pareil pour la nourriture. Les plats des pauvres sont devenus une tradition validée par tous. Exemple, la yaca, qui est servie à Noël. Enfin bref, il y avait une volonté et des investissements pour faire rayonner le Venezuela par sa propre culture et pas celle de l'Occident comme dans le passé. Et là, tu te dis, mais c'est un bon. Mais je vais vous dire, c'est quoi le plus gros problème de Chavez? Avant tout ce qu'on peut lui reprocher sur la violence, sur la corruption, on y reviendra après, le problème sur le sujet, c'est le mythe Chavez. Le symbole autour de lui, c'est qu'il a une aura à l'international de mec d'extrême gauche, de révolutionnaire, mais en vrai, dans sa politique, le poteau, c'est juste un François Hollande. En plus vénère avec un flingue, mais comme la plupart des Vénézuéliens finalement. Bon, en vrai, je suis un bâtard, j'abuse, c'est plus un Mélenchon, qui est fan d'ailleurs de Chavez. Mais c'était pour que vous compreniez que non, il n'a pas transformé la société. Il a fait un
programme social avec plein d'initiatives qui fonctionnent encore aujourd'hui, surtout dans les périphéries et les campagnes, et qu'il est allé vers la rupture de l'hégémonie américaine sur le marché intérieur du pays. Il a fait un peu aller dans le sens des pauvres, il a renversé l'ancienne bourgeoisie pour en créer une nouvelle, dont sa famille et ses potos, qui eux aussi ont fait le sga, hein. Mais il n'a pas changé le système, le Venezuela est resté capitaliste, mais évidemment pour ses adversaires, c'était déjà trop, ils étaient en panique. Mais c'est un socialiste quoi, le but c'était de jouer avec le capitalisme pour se rendre autonome des États-Unis et ensuite changer la société. Mais c'est quelque chose que les États-Unis ne peuvent pas se permettre. Laisser des gauchistes post-guerre froide devenir des exemples dans la région, il faut pas oublier que ce combat, il a emporté tout le pays avec lui. Pas seulement 3,5 millions de sympathisants de Chavez, mais aussi 2 millions d'opposants et 4 millions d'abstentionnistes. Bon, après, c'était stylé. Ton président anti-américain, anti-marché, qui, dans la rue, crie le nom des entreprises et dit « Expropriense !» Mais bon, nationaliser ou exproprier des entreprises, est-ce que c'est si radical que ça? On peut l'entendre de plein de bouches, ça, dans le quotidien. Et au final, si c'est juste pour y mettre tes potes qui ont aucune expérience, parce que reprendre une entreprise, ça demande une marge d'erreur, ça se fait pas du jour au lendemain. Ou y mettre des gens qui vident les caisses, où est le socialisme concret finalement? Où est mon argent du pétrole? J'attends toujours ma part. Bref, tous les proches du pouvoir se sont gavés et ce manque à gagner se fait ressentir sur la vétusté de tous les services publics. Le pays entier était en galère à cause des gouvernements précédents, c'est vrai, mais eux, ils n'ont pas voulu faire leur part non plus. Oh, faut que j'arrête de critiquer, je pourrais plus rentrer chez moi. La corruption ralentit toute mise en place de politique. Par exemple, les infrastructures existantes puent la merde et sont mal entretenues, alors Chavez demande la rénovation et la construction de nouvelles centrales électriques, ce qui est logique. Mais dans tout ça, t'as des mecs comme lui avec sa tête de fils de pute, Alejandro Betancourt-Lopez, qui crée une entreprise sans expérience dans le secteur électrique et qui va détourner des milliards. Et aujourd'hui, le mec est tranquille en Espagne avec son château. Mais pourquoi on lui a fait confiance? C'est ça la question. C'est d'abord pour ce genre de décision que les gens en veulent à Chavez. Et donc là, le mec se la coule douce en ayant construit des centrales électriques de merde qui ont des répercussions monstrueuses aujourd'hui. Parce que, bah oui, ton hôpital, il n'y a pas d'électricité, tu fais comment? Tu conserves comment la bouffe chez toi? À l'ancienne, avec du sel et du citron? Et rigole pas, c'est ce que l'État conseille de faire aux gens. Rends l'argent du pétrole à les rendre gros scammers en flux, estafador, te vamos a buscar, mamagüevo. Pardon, je me suis emporté, ceci n'était pas une menace, je me protège de la loi. Et cette corruption, c'est partout, il y a tous les niveaux au Venezuela. Le ministre vénézuélien des Industries et de la Production Nationale, qui en 2012 et 2013, du temps où il était fournisseur de matériaux de construction pour l'État, se faisait payer des 159 millions de dollars pour livrer des produits qui ne valaient que 3 millions. Imaginez juste comment les employés qui ont travaillé dessus, qui ont cru à ce projet, qui pensaient aider le pays, se sont sentis. Et surtout que s'ils ouvraient leur bouche, ils finissaient par finir enfermés. Et oui, petit à petit, critiquer le gouvernement, même en tant que gauchiste ou syndicaliste, est devenu impossible. Peu importe ce que tu dis, c'est devenu tu es avec nous ou contre nous. Et bref, dans un monde où une grosse partie de la population est pauvre et a connu la corruption d'État et du quotidien depuis des décennies, permettre à tout le monde d'accéder à des postes de pouvoir administratif, dans la police, etc., ça a amplifié le phénomène de corruption. Et c'est humain, je pense pas que ce soit si inentendable de se dire que les gens voulaient aussi leur part du gâteau. Surtout quand ils voyaient les autres au pouvoir faire la même chose, et que toi-même, t'es dans la merde. Tout le monde veut son billet, mais à la fin, c'est toujours les mêmes qui ramassent, les pauvres. Par exemple, pour le moindre papier officiel, il faut lâcher un billet. Et la corruption, faut pas croire, elle est déjà là depuis 100 ans avec des présidents qui se sont servis dans la caisse. Et la violence aussi. C'est un pays qui l'était déjà avant Chavez, surtout après le Caracas. Mais ce qui fait que pour moi, sa politique se radicalise et amplifie la violence du pays, c'est le coup d'État que subit Chavez en 2002 par l'opposition avec l'appui des Cari. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie au documentaire La Révolution ne sera pas télévisée, dispo sur YouTube. À ce moment-là, le poteau ivrit, il devient parano. Et en même temps, comment ne pas être sûr que les gens ne sont pas des infiltrés? La CIA. Mais t'as vu, si tu consolides ton pouvoir en mettant tes proches au poste important, ok, toi, t'as confiance, mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont compétents ou qu'ils ont les mêmes ambitions que toi? Comment t'es sûr que tes gars sûrs, c'est des gars sûrs? Moi, perso, il n'y a pas un de mes potos à qui je fais confiance si je le mets ministre du pétrole à manipuler des milliards. Hein. Bon, ensuite, il renforce le pouvoir des forces armées, militarise la police, et on en reparlera après avec Maduro, des polices de quartier se forment. Mais surtout un truc, il permet aux pauvres de se venger des chéris. Bon, en même temps... Le peuple ne connaît pas la notion de sacrifice, ni la valeur des choses. Voilà pourquoi il ne s'en préoccupe pas. L'objectif de cet homme est de nous faire fuir le pays, afin de le laisser aux mains des gens sans expérience et sans valeur, qui n'ont jamais lutté pour obtenir quoi que ce soit. Nous nous sommes battus pour avoir ce que nous possédons. Nous ne céderons rien, et nous n'abandonnerons pas notre pays. Qui n'aurait pas envie de se venger d'eux? Mais en gros, il y avait comme un laisser-faire pour
extorquer, séquestrer les gens de la classe haute vénézuélienne qui se trouvaient être en majorité pour l'opposition à Chavez. Mais tout ça va donner une giga croissance du kidnapping, ce qui fera qu'on compte en moyenne 2 enlèvements par jour en 2011. Mais aussi des dingueries, car on était déjà dans un pays où on pouvait être fumé pour une paire de chaussures. Alors après, on a eu des faits divers comme le meurtre des frères Fadoul. C'était 3 enfants d'un homme d'affaires qui ont été enlevés avec leur chauffeur. Et après l'échec des négociations pour leur liberté, ils ont été retrouvés comme ça. Et cet acte avait créé des manifestations dans le pays contre la violence, etc. Enfin bref, après tout ça, on peut se demander, est-ce qu'on aurait pu attendre mieux d'un président qui se voulait du changement? Bien sûr, mais peu importe qui tu es, changer les comportements d'une société, ça ne se fait pas comme ça. Surtout avec les pressions extérieures américaines. Chavez, c'était qu'un humain et son gouvernement élu ont dû affronter les entreprises les plus puissantes de la planète. Bon, le bilan en résumé de Chavez, même si on n'a pas toutes les datas officielles, c'est ayant récupéré des parts dans l'entreprise pétrolière PDVSA, les voyants concernant le PIB sont vachement à la hausse. Mais il bénéficie d'une période où le pétrole est encore assez cher, ce qui lui permet de couvrir ses dépenses et aussi ses politiques sociales. La pauvreté a baissé, surtout l'extrême pauvreté, dans les campagnes Los Ranchitos. Ça, c'est le mot à nous pour les favelas. Et certaines critiques diront qu'il a plutôt favorisé ses électeurs. La criminalité et la corruption ont augmenté, etc., etc. Enfin bref, si ça vous intéresse, j'ai mis mes sources en description. Mais ce qui est important à retenir pour la suite, c'est qu'il n'a pas réussi à rendre le pays autonome économiquement du pétrole. Ni dans les autres industries, ni au point de vue alimentaire. Il n'y a que le riz, le maïs, le porc et les œufs où on est bien, et encore apparemment c'est destiné à être vendu à l'extérieur. Enfin bon, les investissements dans les infrastructures ont pué la merde à cause de la corruption et des ingérences américaines évidemment. Ils allaient pas les laisser prospérer quand même. Enfin bref, on va pouvoir parler de... Bon là, faut critiquer quelqu'un qu'on doit pas trop critiquer, sinon ça finit dans des... Bon frérot, t'as vu, moi je vais pas me faire torturer. Du coup, après la mort de Chavez en 2013 et une élection gagnée de justesse, le M devient président du Venezuela. Et c'est important car il n'est pas reconnu par les États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe quand t'es pas reconnu par les États-Unis? Ils viennent te chercher en hélico. Ah non, on n'est pas encore en 2026. Non, ils te mettent d'abord des sanctions qui vont se répercuter sur qui? Le peuple. Puis ensuite, ça va se manger un blocus. Merci Obama, merci Trump, bande de fils d'up. Crayon, au Moyen-Âge, faut encore faire le mode siège. Et là, c'est pareil. Qui paye tout ça, surtout quand il n'y a pas d'autonomie alimentaire et qu'on dépend de l'extérieur? Genre, on va pas nous faire croire que c'est les gouvernements d'un pays qui vont souffrir. Parce qu'en vrai, ils sont au courant que les Vénézuéliens sont impuissants face aux forces armées, la police, les gangs ou leurs collectifs, qui sont les groupes armés citoyens pro-gouvernement. Malgré ça, c'est leur décision d'enfermer économiquement les Vénézuéliens dans une cage, où ils suppieront n'importe qui de les sauver. Et je vais pas dire nous, car moi, enfin non, pas moi, mais j'ai un statut spécial. Je peux sortir du pays grâce à mon passeport français, et je peux même parler d'ici. Je ne risque pas de me faire torturer par le service secret vénézuélien, le SEBIN. En tout cas, pas tout de suite. Mon salaire, il est en euros, il est pas en bolivar. Bolivar qui ne vaut plus rien, car le Venezuela se mange une méga crise à cause de la chute des cours du pétrole, qui est, je rappelle, sa principale source économique. Merci les anciens présidents. Et en plus, pour continuer à foutre la merde, les sanctions américaines font que de moins en moins de dollars, euros, etc. circulent dans le pays. Et sans ces devises, tu ne peux pas acheter sur le marché international, marché dont dépend le Venezuela pour importer la nourriture. Et d'autres produits, genre des trucs tout simples comme du PQ, du sucre, la farine de maïs qui est notre aliment de base. Le Venezuela manquait de tout. Mais si t'as bien suivi, j'ai dit que le maïs, on en avait. Mais frérot, l'usine qui sert à faire la farine, c'est barré en Colombie. Alors l'enfermé, tu fais quoi? Tu commences à avoir faim. T'as même pas d'argent pour ce qui te reste de bouffe. Alors quoi, tu manifestes? Tu manifestes. Ah, tu veux faire la révolution? Mais le dernier cas ici, on est venu le chercher au lance-roquettes, mon gars. Alors quoi, tu restes ou tu fuis? Bah, dans une société où on a laissé pouvoir les hôpitaux, où, je précise, on est arrivé à ce que les gens doivent venir avec leur propre matériel médical pour se faire soigner. Un réseau d'eau qui marche 1 à 2 fois par semaine, voire pas du tout selon ton quartier. Donc imagine monter des seaux d'eau au 6e étage de ton immeuble. Avec un réseau électrique pourri, comme j'expliquais avant, des routes pétées, des magasins vides par manque d'importation, la possibilité de te faire kidnapper si on croit que tu as de l'argent ou que tu es de l'opposition politique, ou encore de te faire tuer pour un portable. À savoir que même en survivant à tout ça, en ayant réussi tes études, le seul salaire que tu vas pouvoir toucher, c'est 30 à 50 dollars, alors que t'es un putain d'ingénieur. C'est normal que tu te casses. Sous Chavez, être vénézuélien, ça voulait encore dire quelque chose. Ça avait encore un avenir. Alors les gens se sont barrés. On compte plus de 7 millions de Vénézuéliens qui ont fui le pays en 2023. Alors qu'il faut savoir que nous, on est un peuple qui a un art de vivre
une façon de vivre qui est très résiliente. Genre dormir à canne dans un lit, bah les couilles. Manger une arepa simple, tranquille. On fait avec ce qu'on a et c'est pas grave. D'ailleurs, je me dis que c'est pas pour rien si les Vénézuéliens ont une culture chaleureuse, de la fête, du lâcher prise, du partage, beaucoup dans l'entraide. Bon, je suis pas psy, mais peut-être que inconsciemment, ces comportements sont amplifiés par le fait que les institutions ne marchent qu'au pot de vin, que les services publics ne marchent pas. Il faut se débrouiller seul et compter sur les autres, sur le groupe, le collectif. Et de toute façon, on va peut-être mourir demain. On peut mourir à cause d'une paire de Jordan, putain. Alors autant profiter. Tout ça pour dire qu'une partie de la population a quand même fini par partir. Une population active qui a aussi, si on est honnête, enlevé un levier au gouvernement pour faire ses politiques et aussi pour créer de la richesse. Même si beaucoup reviennent finalement des années plus tard à cause des difficultés rencontrées en migrant, l'exploitation, le racisme, la prostitution, etc., etc. Et ceux qui reviennent avec des économies et lancent des commerces. D'ailleurs, le Venezuela, ces dernières années, c'était un peu plus vivant, un peu plus attractif comparé à d'autres années où j'y étais. Bon, ok, les populations se déplacent, mais le pays est toujours dans la merde. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe dans le reste du pays ? Et bah, quand tu menaces un pays de faire des blocus maritimes et des sanctions depuis tant d'années, il te reste quoi ? Les routes terrestres. Et qui les contrôle en Amérique latine ? Les forces armées, donc les autorités, genre les militaires et tout, mais aussi les contrebandiers. Les sanctions américaines ont favorisé le pouvoir des trafiquants et a nourri, encore une fois, la corruption. Et quels sont les meilleurs produits de contrebande ? Les drogues, la cocaïne, les matières rares. C'est pas pour rien qu'on a vu des mercenaires de Wagner à Eldorado, les mines illégales d'or. Et les animaux exotiques, vous en avez vu plein sur Snap, là, les perroquets bleus et jaunes, généralement c'est de chez nous. Ces sanctions ont permis de fluidifier un pillage illégal des ressources. Et je cite, l'or était censé devenir la nouvelle manne économique du Venezuela pour supplanter le pétrole, mais la mainmise des groupes armés sur les mines a découragé les investisseurs étrangers. 70 à 90% de la production serait encore exportée de façon illégale. Enfin bref, continuons sur la cocaïne. Qui est le voisin du Venezuela ? La Colombie. Donc vous croyez vraiment que quand il y a des risques de blocus maritime et que par la terre tu demandes à ton voisin de faire passer des camions, ça va pas fluidifier les routes de la contrebande déjà existantes? Je vous renvoie à ma vidéo sur le narcotrafic et surtout faut ajouter à ça que dans les allégations de la CIA, il y a ce fait. En 1993, l'ancien chef de la DEA, Robert Sibonner, passe à la télé pour critiquer la CIA pour avoir permis l'envoi d'environ 1 tonne de cocaïne pure aux États-Unis en 1990, donc avant Chavez, via le Venezuela. Et il y a d'autres exemples, mais tout ça pour dire que les routes du narcotrafic qui sont utilisées au Venezuela existent depuis très longtemps. Et faire croire que Maduro serait un chef de cartel, c'est un peu stupide. Même si bon, maintenant on sait que c'était un prétexte, ils ont abandonné les charges contre lui, mais ceux qui y croient, c'est mal comprendre comment s'organise le narcotrafic au Venezuela. C'est très organique en fait, surtout dans le 3e pays le plus corrompu au monde. Exemple, le mec qui est garde-frontière entre le Venezuela et la Colombie, il prend son billet quand un trafiquant y passe. Et puis le mec qui veut faire passer des trucs dans un bateau, il va payer un militaire qui est plus haut gradé. Tout le monde prend son billet du trafic de cocaïne, mais pas dans les mêmes proportions. Il n'y a pas vraiment de trucs ultra organisés, vertical. Et même les neveux de la femme de Maduro, ils sont fait péter avec 800 kilos de cocaïne. Mais en vrai, moi, ma théorie, c'est que c'était juste 2 bandeurs de la rue qui avaient accès à des transports privés des personnes haut placées et ils connaissaient des mecs dans le trafic. Il y avait une opportunité de se faire un bifton. Le président vénézuélien est accusé de diriger le cartel de Los Soles. Le cartel de Los Soles n'existe pas en tant qu'organisation criminelle mafieuse. C'est une expression inventée par des journalistes en 1993 pour parler de ces cellules corrompues au sein du pouvoir qui facilitent des trafics en tout genre, plus qu'une structure organisée. Le Venezuela est bien un pays de transit de la cocaïne, mais Maduro lui-même n'est pas le chef d'un cartel. Par contre, ce qui existe, c'est ce que les États-Unis appellent le Tren d'Aragua. C'est un gang international vénézuélien ultra violent qui, avec l'exode et du coup la diaspora, se sont mis à contrôler énormément de flux du trafic d'êtres humains, de la prostitution, etc. et aussi de la contrebande au Venezuela. Et ça, au reste de l'Amérique latine, jusqu'aux États-Unis. Et il semblerait que parfois ils aient fait le sale boulot de l'État vénézuélien dans des manifestations ou pour menacer des gens. En plus de contrôler des zones du pays, dont une partie des mines d'or, et de faire les transporteurs pour les cartels colombiens. Bon, on a compris, le blocus a amplifié plein de mauvaises choses au Venezuela. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher vraiment au gouvernement vénézuélien ? Personne ne les a obligés à gouverner par la peur, par la censure. Personne ne les a obligés à tirer sur les manifestants ou faire des alliances avec des groupes criminels. Personne ne les a obligés à torturer des gens. Personne n'a obligé le ministre du pétrole à détourner 15 à 20 milliards de dollars pendant que les gens crevaient de faim et devaient faire
Des heures de queue pour un paquet de farine. Et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'exemples. Et pour faire l'avocat du diable, il y a aussi des exemples un peu plus compliqués. Genre, ça fait longtemps qu'il y a une crise sanitaire au Venezuela. Les hôpitaux publics sont dans un état lamentable, j'ai déjà dit, mais il y a des cliniques privées. Et là, tu pourrais te dire, bah attends, moi j'ai mon oncle qui est en train de crever, nationalisez-moi cette merde. Mais l'État veut pas, parce que tu risques de faire peur aux investisseurs étrangers. Et toi, tu veux plus d'investisseurs étrangers, parce que avec les sanctions américaines, c'est déjà chaud d'en attirer, et de faire entrer du dollar. Même si, en vrai, t'attires que des crapules, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais dans le même temps, tu laisses crever des gens, et on n'est pas dans un jeu vidéo. Ces gens-là, ils ont une famille, qui vont souffrir, qui vont t'en vouloir de cette situation, même si toi, à la télé, t'es là à dire oui, mais c'est pour un meilleur futur. Et il y a autre chose que je crois profondément, c'est que peu importe qui aurait été au pouvoir, on aurait une situation semblable au Venezuela. La vie démocratique ou dictatoriale du pays dépend du cours du pétrole. On a déjà eu des crises avant le chavisme, et on en aura encore. Le Venezuela aujourd'hui n'est toujours pas autonome et dépend toujours autant des importations. Importations qu'on paye avec le pétrole et qu'on paiera sûrement avec de l'or. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Maduro a déjà voulu payer de la dette avec de l'or. El más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tus frías o compartiendo tu cena caliente. Alors oui, sur les dernières années, la situation s'est un peu améliorée avec le tournant libéral de Maduro. Alors, en fait, il s'est rappelé que le monde autour de lui est capitaliste et que tu peux pas faire sans lui, malheureusement. Il commençait à avoir une vie au Venezuela, il y avait même des youtubeurs qui venaient faire du tourisme pour mettre un peu de lumière sur le pays. Mais bon, quand tu pars de zéro, tout est une amélioration. Et sachant que tout ça, c'est fait avec l'ouverture du marché, avec des alliances commerciales avec la Chine, la Russie, la Turquie, etc. Mais à quel prix? Les États-Unis, ils allaient pas se laisser faire non plus. Mais faut quand même se rendre compte que là, ça fait 120 ans de souffrance pour du pétrole pour que, au final, le M se fasse kidnapper, qu'on ait un gouvernement ultra-autoritaire et que, encore une fois, le pétrole se fasse exploiter par des puissances étrangères. Bon, au moins, ils vont peut-être rénover l'industrie, mais l'histoire se répète. Ou peut-être que le gouvernement vénézuélien va mettre une carotte à Trump comme ils l'ont fait avec la Chine. Voilà, viens rénover et casse-toi. Bon, vous avez compris, c'est de la merde chez moi. Être anti-américain ne fait pas de toi forcément un bon dirigeant. Et t'as des tas de gens, des gauchistes de salon, qui viennent te dire que c'est pas le moment de critiquer Maduro. Tu vois le genre d'intello qui décide du timing d'un sujet, alors qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi autant de Vénézuéliens étaient contents de l'intervention américaine. Et eux, au lieu d'investir le sujet, bah non, ils ont préféré abandonner et dire c'est pas le moment. Alors qu'ils auraient pu dire simplement que dictateur ou pas, tout ça, c'est une mise en scène. Maduro était déjà en train d'ouvrir les négociations pour l'exploitation du pétrole. C'est du spectacle, du spectaculaire. Ils ont même pu tester de nouvelles armes. Et ça pour faire passer Trump pour un libérateur, un sauveur d'un peuple qu'on a sciemment laissé souffrir et d'un régime qu'on a incité à se durcir. Bah oui, comme j'ai déjà dit, en enfermant un pays dans un blocus, des sanctions, etc., pour garder le pouvoir, les gouvernements deviennent autoritaires. Et peut-être que les intellos, ils auraient pu parler de ça, avoir un discours sur le pouvoir. Jusqu'où on est prêt à aller pour le garder, par exemple. Et que malgré l'intervention américaine, bah, ça va rien changer pour nous. Je suis un peu pessimiste, mais en fait, ils n'ont enlevé qu'un pantin. Il reste tout son gouvernement, ses forces armées. Ça continue de fouiller les téléphones dehors pour voir si t'as des trucs anti-Maduro. Bon bref, l'argent ne ruissellera pas, ni avec les Américains, ni avec la prix Nobel. Hein. On se rappelle qui t'es, on sait qui est ton père. Et c'est pas les politiques sociales de survie de Maduro qui vont changer le Venezuela non plus. Même si, en vrai, si Trump était un vicieux, un vrai stratège, améliorer le niveau de vie des Vénézuéliens, ce serait le meilleur coup de com' pour continuer de voler le pétrole et légitimer son acte. Et c'est ce qu'espèrent les Vénézuéliens qui sont sortis manifester, mais c'est oublier qu'il n'a pas que ça à foutre non plus, au vu de l'urgence de la situation américaine qui perd petit à petit son leadership face à la Chine. Ils sont prêts à tout en ce moment, ils veulent rester premiers. Et je suis pas sûr que la vie des Vénézuéliens soit une priorité. Faut quand même se rappeler que cette année, on a déporté des Vénézuéliens à tort au Salvador à cause de leurs tatouages. Et de toute façon, pour moi, le Venezuela est maudit, il y a trop de ressources naturelles. Vous croyez vraiment qu'ils vont nous laisser nous développer? Ça y est, c'est maudit. Mais bref, on pourrait trouver plein d'angles pour attaquer ce qu'a fait Trump. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi en vrai les gauchistes n'ont pas voulu faire le boulot. Et bah parce que le Venezuela, en vrai, ça fait longtemps qu'ils s'en battent les couilles. Ils sont tellement dans leur anti-américanisme qu'ils ont détourné le regard de la situation. Donc oui, c'est pas le moment pour eux de critiquer Maduro. Ils ont laissé pourrir le sujet dans le grenier et maintenant ça fait chier, faut être intelligent dans les discours. Et dire c'est pas le moment, ça permet juste d'évacuer la question. Surtout qu'en vrai, en étant pragmatique, les Vénézuéliens en termes d'électeurs, ça représente que dalle en France. Il y en a 3, on s'en bat les couilles. Alors pourquoi se faire chier finalement? Et bah je vais vous dire comment je sais, parce que parler du Venezuela en France, ça a toujours été insupportable ici. Et encore plus avec les gauchistes de salon, car ils ont trop bandé sur Chavez pendant trop longtemps pour faire marche en arrière et être nuancés. En vrai, ça fait plus de 10 ans qu'on demande de l'aide et tout le monde s'en bat les couilles. Donc oui, c'était prévisible qu'un jour les États-Unis ou un autre pays s'en servent. Bah vous avez laissé faire.
Quelle joie d'accuser les gens. En vrai, ça fait 100 ans que les États-Unis interviennent chez nous et décident de notre vie. Alors oui, si vous voulez pleurer pour Trump, tout le monde vient nous faire la leçon, mais nous, on est dans un état de souffrance où on est prêt à dire oui au diable pour sauver le Venezuela. Nous, tout ce qu'on veut, c'est manger. En fait, les gauchasses, faut relire La Conquête du pain. Il faut quand même réaliser que le premier mec qui vient nous sauver, c'est un pédo raciste qui nous voit comme des sauvages. Y a pas de quoi être fier, hein. Mais dans tout ça, vous étiez où pour créer du discours, nanani, nanana. En fait, la réalité, c'est que nous, les gauchistes, on est devenus des putes à buzz. On s'intéresse à un sujet que quand il y a du buzz. Avant l'intervention américaine, personne savait mettre le Venezuela sur une carte. Moi, j'espère que les gens apprendront de la situation pour faire mieux, mais je suis un peu pessimiste et que ce sera pas la même chose pour le Congo ou un autre pays. Et ma peur à moi, c'est que là, tout de suite, on reparle de l'exploitation pétrolière, mais on parle pas du désastre écologique que ça va être. Et aussi que les Vénézuéliens, ils ont absorbé des discours antisocialistes par détestation de Maduro depuis des années. Ces gouvernements corrompus, ils ont sali ce qui aurait pu être un véritable État socialiste. J'ai peur qu'on nous ait enlevé la possibilité de faire mieux. D'ailleurs, ma peur à mon échelle est déjà concrète, car toute ma vie, j'ai entendu dire ma mère « Así empezó Venezuela » quand je parle d'idées de gauche ou de Mélenchon. Et je sais que je suis pas le seul, vu comment les Vénézuéliens ont commenté l'actualité. J'ai peur que maintenant une alternative soit vraiment inentendable pour beaucoup. Surtout qu'on le voit déjà dans les diasporas vénézuéliennes aux États-Unis, elles votent plus à droite. Pour finir, les États-Unis, ils avaient pas le droit d'intervenir. Mais bon, après 100 ans d'ingérence américaine, on est habitué. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils m'ont baisé sur le sujet en tant que Vénézuélien, quoi qu'il arrive. J'ai été content de ce qui est arrivé à Maduro. Comme j'aurais été content qu'il kidnappe Macron. Enfin, en fait, vous vous imaginez pas à quel point c'était symbolique pour nous. Et je sais que ça soutient le narratif des États-Unis, car en vrai, en laissant faire ça, ça arrange qui? Les États-Unis qui peuvent faire ce qu'ils veulent pour préparer leur guerre contre la Chine. La gauche, la droite, tout le monde veut parler à notre place et vous avez binarisé le débat. Et ça me dégoûte parce que moi, j'ai profondément rêvé de la chute de Maduro. Oh, je vais me faire attraper. Et je dois avouer que même en tant qu'extrême gauchiste, j'ai du mal à demander sa libération. Même si je sais qu'il a pas fait que du mal, je sais que dans des campagnes, ça se passe très bien avec les politiques qu'il a menées. Mais j'ai vu trop de gens mal, des gens que j'ai vus yeux dans les yeux, des gens qui ont peur, des gens affamés, des gens traumatisés à cause de la torture. En fait, c'est ma limite, c'est inaudible. Alors que je hais profondément les États-Unis. Mais honnêtement, je pense que j'aurais pas les couilles de retourner dans mon pays si j'y arrive et de regarder les gens et de leur dire « Ouais, j'ai soutenu Maduro ». Par contre, ce que je peux dire tous les jours, c'est « Oui, nique Trump, j'encule les caries, pays de fils de